Ça, pour faire parler, ça fait parler. Le sujet est hautement inflammable, parce qu'on va parler ici de l'Algérie. Et c'est un rapport qui n'a fait qu'être repoussé pour être publié cette semaine, qui évoque les coûts d'un accord dont on n'arrête pas de parler. Je pense ici, bien sûr, aux accords franco-algériens de 1968. Bonjour Charles Rodwell. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Surtout, vous êtes le député Renaissance des Yvelines et c'est vous qui êtes l'auteur notamment de ce rapport et qui avez travaillé pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois à essayer en réalité de comprendre combien, pourquoi, comment. Et vous avez dit qu'avec ce rapport, vous avez été maudit jusqu'au bout. C'est pas rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a été maudit parce qu'on a cru qu'on n'allait jamais pouvoir le présenter. La faute à personne, évidemment, la faute surtout aux circonstances politiques. Vous avez vu l'instabilité auquel on est confronté, mais il nous tenait extrêmement à cœur de pouvoir le présenter pour éclairer nos débats. Bien souvent, autour des accords de 68, on parle beaucoup de la dimension régalienne. Moi, le premier. Avec les accords notamment migratoires. C'est ça qu'on évoque beaucoup. Absolument. Avec ces accords de 68. Absolument, mais souvent on occulte le volet économique, le volet financier, le volet social, le volet sanitaire de ces accords. Or, il est primordial et c'est l'un des grands enjeux qu'on a voulu analyser dans ce rapport. Et on va y arriver tout doucement. Première question, en tout cas que je ne peux pas ne pas vous poser. Quelle folle idée vous a traversé pour vraiment vous dire, bon allez, cette fois-ci ça suffit, on va relever les manches et vraiment on va mettre les mains dans le cambouis de cet accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sources suffisantes, officielles pour comprendre ce qui l'encadrait, combien ça nous coûtait ? Exactement, et d'ailleurs beaucoup de ces sources-là n'existent toujours pas. Et l'État est la vérité, c'est que l'État est aveugle. C'est pas un aveuglement qui est lié à des gens dans les administrations qui retiennent les informations par idéologie. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, les hommes et les femmes qui travaillent dans les administrations ont un sens d'engagement qui honnêtement les honore. Moi, ce qui me trouble, c'est que cet aveuglement, il est systémique, c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment de données collectées pour analyser précisément combien nous coûtent au centime près ces accords. Et c'est la raison pour laquelle on a fait tout un tas de propositions pour renforcer cette mobilisation des données. Ceci dit, au vu du calcul que l'on a fait, c'est-à-dire un calcul strict uniquement des accords de 68 et de leur déclinaison, nous estimons que le coût pour les finances publiques de ces accords par an, c'est 2 milliards d'euros. C'est considérable. Et avant qu'on rentre dans les détails, parce que votre rapport est extrêmement précis, notamment, vous le disiez, sur le volet social, sur le volet économique, et j'aimerais vraiment qu'on rentre un peu dans le détail sans perdre nos auditeurs. Il y a quand même quelque chose qui est stupéfiant quand on vous entend. Pardonnez-moi, Charles Rodwell, je rappelle que vous êtes le député Renaissance des Yvelines, auteur de ce rapport qui cherche à comprendre, à évaluer ces fameux accords de 68 qui nous lient avec l'Algérie. Quand vous dites qu'il y a un aveuglement systémique, c'est presque inaudible à l'heure où l'Algérie est régulièrement revenue sur le devant de la scène, dans les médias, dans les débats politiques, et c'est d'autant plus inaudible que déjà ces derniers mois, ces dernières semaines, on a tapé sur les doigts de l'État qui n'était pas capable de chiffrer le nombre d'argent qu'il donnait aux entreprises, le nombre d'argent qu'il distribuait ici et là. Ça veut dire que c'est exactement la même chose pour l'Algérie, c'est-à-dire qu'avant que vous mettiez les mains dans le cambouis, avant que vous souleviez en réalité le capot pour voir un peu le moteur de cet accord, il n'y avait rien qui puisse vous aider à tracer l'argent. Mais moi, je dis la vérité aux gens. Et donc, c'est une des conclusions que j'ai tirées. Et donc, plutôt que de le cacher, je le dis. Pourquoi est-ce qu'on a sorti ce rapport-là maintenant aussi ? C'est que vous connaissez la relation dégradée qu'il y a entre nos deux pays. Moi, je considère que le président de la République et que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot, ont eu raison de pousser les négociations jusqu'au bout pour libérer ou pour tenter de libérer Boualem Sansal et Christophe Glaise, nos deux compatriotes qui sont pris en otage par le régime algérien. Qu'auraient dit leurs pourfendeurs si, d'un coup de menton belliqueux, ils avaient braqué le régime algérien pour empêcher leur libération ? Puisque le régime algérien a refusé de revenir à la table des négociations, Emmanuel Macron a décidé de durcir la riposte. Nous avons dénoncé l'accord de 2013 qui prévoyait notamment l'exemption de visas diplomatiques pour les dignitaires algériens. Et nous pensons, nous, avec Gabriel Attal notamment, qu'il faut maintenant qu'on aille plus loin et que nous dénoncions les accords de 1968. Ces accords de 1968 notamment, vous l'avez dit, ça représente 2 milliards
par an, peut-être même un peu plus pour le contribuable français. On parle beaucoup de l'immigration, mais il y a aussi tout un volet social. C'est un régime certes migratoire et dérogatoire, mais on y apprend qu'il y a aussi un accès facilité au séjour, au regroupement familial, aux aides sociales, et quelque chose de frappant, sans réciprocité ni contrôle réel. Alors, la réciprocité, elle existe sur le papier, mais dans les faits, effectivement, dans de nombreux cas, elle n'a pas lieu, parce que l'Algérie elle-même dénonce une partie de ces accords. Ça qui est quand même la folie dans cette histoire, c'est que nous appliquons un accord que l'Algérie refuse elle-même d'appliquer. Donc on n'a qu'à dire à l'Algérie, si vous ne voulez pas appliquer cet accord parce qu'il ne vous va pas, nous non plus, donc dénonçons-le. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que au départ, l'accord de 68 était fait pour maîtriser l'immigration de travail et pour encadrer, à savoir réduire l'immigration familiale, l'immigration pour soins. Ce qui n'a pas excessivement bien marché, Charles Ordwell. Ben non, l'accord a été détourné de son intention. Avant 68, il y avait la libre circulation entre nos deux pays. C'est-à-dire qu'on pouvait aller et venir en France, en Algérie, en France, de manière parfaitement libre. En 68, à la fin de la décolonisation, donc à la fin de la colonisation, on a signé cet accord entre nos deux pays pour réduire l'immigration. Et ce sont des décisions politiques, juridiques, administratives qui ont été prises après, depuis 68, qui ont détourné ces accords de leur intention originale. Et c'est pour ça que ces accords posent problème. C'est parce qu'on ne respecte plus leur intention originale. Et bien, puisqu'on ne respecte plus l'intention originale, autant les dénoncer. Et puis il y a non seulement en réalité les interstices qui ne sont pas respectés comme vous le dites, mais il y a aussi toute une série de jurisprudences qui fait qu'en réalité cet accord est devenu un immense fourre-tout, c'est-à-dire que ce soit sur les ressortissants qui vivent en France, que ce soit pour les titres de séjour, pour les avantages concernant potentiellement le mariage, que ce soit sur le regroupement familial, en fait on a créé un monstre, c'est-à-dire qu'on a vraiment transformé cet accord à coup de jurisprudence, de textes qui s'ajoutent en un grand laissez-passer. C'est ça aussi. Vous voulez que je vous prenne un exemple? Évidemment. Donc, pour qu'on comprenne concrètement. L'immigration familiale, au départ, elle était massivement réduite dans l'accord de 68. On parlait surtout d'immigration de travail. Donc que des Français puissent aller travailler en Algérie et surtout des Algériens qui puissent venir travailler en France. Ce n'est que 8 ans plus tard, en 1976, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, que le secrétaire d'État Paul Dijoux aux travailleurs immigrés a introduit le regroupement familial. D'abord en l'autorisant et en le légalisant à l'échelle nationale, puis en prenant des décisions politiques qui permettent de faire rentrer le regroupement familial dans les accords de 68. Ce qui fait que progressivement aujourd'hui, décision après décision, décision de justice et décision politique après décision, aujourd'hui, l'immigration de travail, donc les visas de travail, ne représentent plus que 10% du total des visas des Algériens qui viennent en France. Et quand je cite tous ces chiffres-là, j'accable évidemment pas les citoyens algériens. Mais le système qui le permet. C'est le système, exactement. Nous, ce que nous souhaitons avec mon groupe, c'est qu'un citoyen algérien ne soit traité ni plus ni moins comme un citoyen étranger extra-européen en France. Et donc, il rentre dans le droit commun. Et ce que nous souhaitons aussi, c'est qu'un citoyen binational, franco-algérien, soit considéré comme un citoyen français à part entière. Et qu'on arrête de les instrumentaliser à travers des débats sans fin sur ces accords. Donc, un citoyen algérien, c'est un citoyen étranger comme un autre. Un citoyen binational franco-algérien, c'est un citoyen français comme un autre. Et dernière question, Charles Rodwell, puisque dans tout rapport dit recommandation, en réalité, en suivant, vous recommandez notamment d'avoir désormais des statistiques beaucoup plus fiables pour essayer justement de maîtriser tout ça. Quelles sont, avant que nous nous quittions, les quelques mesures qu'on pourrait appliquer rapidement pour le plus vite possible que ces 2 milliards soient réduits au minimum syndical? Il y a un point très important, donc 1, oui, les données, 2, dénoncer les accords, mais surtout 3, prévoir le cadre alternatif. Le RN va déposer dans une semaine une proposition à l'Assemblée nationale de résolution, donc c'est-à-dire de demander au président et au gouvernement de dénoncer les accords. Mais attention, quand on lit dans le texte, il ne prévoit pas d'accord alternatif. Il ne prévoit pas de donc on ne peut pas tout d'un coup tout arrêter, il faut avoir un plan derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dénonce l'accord de 68, on revient à la situation d'avant. Je vous rappelle que la situation d'avant, c'était la libre circulation entre nos deux pays. Et ça, c'est pas possible. Donc, il serait
responsable d'une déferlante migratoire sur la France. Nous, ce que nous proposons, c'est que oui, dénonçons les accords, on met fin aux accords de 68, mais on prévoit immédiatement d'inscrire dans les textes qu'un citoyen algérien soit considéré comme un citoyen étranger comme un autre. Ça s'appelle le CZA, je ne veux pas vous compliquer trop la vie avec mes histoires, mais nous sommes mobilisés à l'Assemblée nationale pour faire respecter ce cadre légal pour le bien de la France et aussi, je viens de le dire, pour le bien de l'Algérie. Et ça, c'est sûr qu'on vous a compris. Merci beaucoup, Charles Rodwell, d'avoir mené ce travail à bien et de nous avoir aidé, en réalité, éclairci quant à ce chiffre. Quand même 2 milliards d'euros, c'est ce que coûte l'accord franco-algérien de 1968, avec des recommandations, et notamment, si on veut les dénoncer, ces accords, mais travaillez, vous, députés, à construire l'autre cadre, celui qui vient pour ne pas annuler d'un coup, de but en blanc, sans travail derrière et sans préparation derrière, sans un accord qui préparait la suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, député Renaissance des